Bonjour et bienvenue à tous. On vous retrouve encore une fois dans le cadre de ces capsules et on parlera aujourd'hui d'un thème d'actualité. Il s'agit de la responsabilité pénale du dirigeant dans le cadre des difficultés de l'entreprise. Pour parler de ce sujet, j'ai invité Madame Sabrina Shrivdouazan, qui est lauréate du Master droit des affaires et de l'entreprise de l'université Qadi Iyad. Elle est également chef d'entreprise. Je lui souhaite la bienvenue. Je vous remercie, cher professeur. Merci à vous de m'avoir fait l'honneur de me convier pour vos capsules, que je trouve d'ailleurs très enrichissantes et très diversifiées. Merci à vous. Alors, nous vous remercions et on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. Comme vous le savez, le législateur marocain a prévu un certain nombre de sanctions concernant le dirigeant de l'entreprise qui peut se voir poursuivi dans le cadre de cette responsabilité pénale pour diverses raisons quant au fonctionnement de l'entreprise, mais qui, dans la responsabilité, peut être remise même s'il n'a pas participé à la commission de l'infraction. Je parle de manière générale. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques exemples dans le cadre général pour l'instant de la responsabilité pénale du chef d'entreprise? Très bien. Donc la responsabilité pénale en droit marocain est très subtile. Comme vous l'avez dit, le dirigeant peut se voir incomber cette responsabilité sans avoir directement participé ou commis directement cette infraction. Donc il est responsable sous plusieurs angles, mais il suffirait d'un petit écart pour qu'il se voie très rapidement sous les rampes des poursuites pénales. À titre d'exemple, la non-convocation d'une assemblée générale ou un mauvais investissement. Donc ça commence du plus simple au plus complexe. Bien sûr. Donc en fait, ça peut relever du code pénal, par exemple l'escroquerie, trafic d'influence, faux, usage de faux. Ça peut relever du code de commerce, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc abus de biens sociaux et particulièrement la banqueroute. Ça peut aussi relever du code du travail, s'il ne respecte pas les règles d'hygiène et de sécurité, ou s'il y a un délit d'entrave, ou harcèlement, ou travail dissimulé. Donc c'est quand même une palette très élargie. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le sujet? Ça, c'est juste entre parenthèses. En fait, donc en tant que chef d'entreprise, il m'a semblé injuste pour n'importe quel entrepreneur qui mise une partie ou tout son patrimoine de devoir miser par la même occasion sa propre liberté. Donc, à mon humble avis… Donc vous pensez que c'est très lourd comme responsabilité par rapport au travail fourni, à l'investissement que cela exige. C'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait, mais c'était avant mes investigations, avant mon travail, parce que lorsqu'on entend que… Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde de créer une entreprise. À moins de 10 000 dirhams, toute personne peut devenir un acteur économique. 10 000 dirhams, vous ne créez pas, vous créez une société. Oui. La création de société n'est pas la création d'entreprise. L'entreprise étant un concept économique, la société un concept juridique. Mais bon, c'est vrai, déjà dans l'action, créer une société… Ce que je veux dire, que n'importe qui peut introduire ce marché et devenir par la suite un acteur économique autour duquel va gravir beaucoup d'éléments. Alors, vous définissez la responsabilité pénale comme l'obligation pour toute personne de répondre de ses actes délictueux devant une juridiction pénale dès lors qu'il constitue une infraction susceptible d'être sanctionnée par la loi. Qu'est-ce qui différencie la responsabilité pénale de la responsabilité civile? Donc, la responsabilité civile vise à dédommager des faits. Or, la responsabilité pénale sanctionne les infractions d'ordre public. D'accord. Donc, en parlant de responsabilité pénale du dirigeant, celle-ci peut être mise à cause ou pour plusieurs raisons. D'abord pour des actes qu'il a commis directement ou même parfois pour des actes qu'il n'a pas commis. Tout à fait. Ça veut dire ceux qui sont commis par ses préposés. Alors, nous revenons maintenant au cadre particulier du sujet. Qu'est-ce que cela sous-entend? La responsabilité pénale du dirigeant dans le cadre des difficultés d'entreprise. Donc, dans le cadre des difficultés d'entreprise, le dirigeant a une responsabilité qui est aggravée. Dans le sens où la société, donc l'article 754 du Code de commerce, la société est déjà dans une
difficulté et déjà agonise en quelque sorte et en état de cessation des paiements. Et lorsque ce dernier, donc le dirigeant, commet une infraction alors que la société est déjà fragilisée, sa responsabilité est aggravée. Et alors quand même, plus pour ceux qui ne prononcée. connaissent pas, quand on parle de difficultés de l'entreprise, cela nous renvoie sur le plan technique au livre 5 du Code de commerce. C'est quoi une entreprise en difficulté? Donc, une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui est soit en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, en principe à cause d'un état de cessation des paiements. Mais avant d'être en redressement, il a eu quoi? Ça veut dire qu'en réalité, elle est en état de cessation des paiements, à ne pas confondre avec une gêne momentanée de la trésorerie. Car ce caractère d'état de cessation des paiements doit être persistant dans la durée et doit être irrémédiablement compromise. Voilà. C'est-à-dire qu'une entreprise est en situation difficile, ça veut dire la cessation de paiement. Théoriquement, le chef d'entreprise doit en quelque sorte chercher une solution sous l'égide de cette loi. Tout à fait, en la déclarant. En la déclarant. Ça veut dire pour limiter les dégâts en quelque sorte. Exactement. Alors, la procédure elle a pour objectif en fait de permettre soit le renflouement d'entreprise, soit en cas de désespoir total, passer à la liquidation. Alors, que vient faire la responsabilité pénale là-dedans? Parce que c'est un problème économique à la base. Mais justement, alors le professionnel doit être en mesure de faire face à cette situation, en quelque sorte en la déclarant, pour limiter les dégâts comme vous l'avez très bien expliqué. Mais malheureusement, dans la pratique, beaucoup de chefs d'entreprise, en vue de se déresponsabiliser, soit cachent cette difficulté. Cette situation. Voilà. Ou l'aggravent encore. Donc, en se disant, d'une manière ou d'une autre, la société est déjà en chute libre, donc autant en profiter et en récolter. Donc en fait, le législateur, il exige que le dirigeant d'entreprise, quand il voit qu'il est en difficulté, il faut qu'il s'adresse au tribunal. Oui. Bon, avant, on parle de dépôt de bilan, par exemple, pour être sous la protection de la loi, soit sous le régime de la sauvegarde, soit le redressement, soit en fin de compte la liquidation. Et à un moment donné, avec les organes de gestion de la procédure, il arrive un moment où on dit attention, ce chef d'entreprise a commis des fautes très très graves qui ont été la cause peut-être de cette situation. Il faudra rechercher sa responsabilité. C'est dans cette optique-là. Effectivement, mais malheureusement, l'article 754 du Code de commerce ne définit pas réellement et n'est pas clair sur l'élément chronologique. Donc cet article en question dit que lorsqu'une société est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire et qu'il a été relevé de son dirigeant les faits cités après. Malheureusement, le moment de la commission de l'infraction n'est pas précisé. Est-ce que la commission doit être faite obligatoirement après l'état de cessation de paiement ou le lien de causalité avec l'état de cessation des paiements est important. La Cour de cassation française a jugé que, par exemple, lorsqu'il y a un état de cessation des paiements, qu'il y a été fait un détournement, avant l'état de cessation des paiements, c'est un abus de biens sociaux. Mais après l'état de cessation des paiements, c'est une banqueroute. Très bien. Malheureusement, cet article ne définit pas cet élément chronologique. Alors, mais dans la pratique, ça donne quoi? Dans la pratique, donc le législateur a donné le pouvoir discrétionnaire au juge de même pouvoir changer la date de l'état de cessation des paiements, chose qui pourra requalifier complètement l'infraction. Oui, ça veut dire soit de l'abus de biens sociaux, soit la banqueroute. À titre d'exemple. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est quoi les sanctions? Si on part sur la banqueroute, c'est de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Et le législateur a également donné le pouvoir au juge de choisir entre la peine d'emprisonnement ou l'amende ou les deux en même temps. Donc ces prérogatives quand même pèsent lourd sur la responsabilité du juge. Alors si on prend l'article, ça veut dire que ça concerne plusieurs choses.
soit il a accompli un certain nombre d'opérations de vente, d'achat moins que le prix, Anti-dumping, voilà. etc. Soit il a caché, soit il a raturé, soit il a touché à la comptabilité. Donc c'est quand même une palette très large avec des sanctions très lourdes. Bien sûr. Très très lourdes. Alors, la banqueroute étant ce qu'elle est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un petit problème? Parce que la banqueroute aussi est citée dans le code pénal. Justement, dans la pratique, c'est très compliqué parce qu'on a tendance à penser que, étant donné l'existence du texte dans le code de commerce, on a tendance, tout porte à croire que les Parce que textes dans le du code code de pénal commerce, c'est sont l'article tacites. 554 et dans le code pénal, c'est l'article 556. Tout à fait. Et dans le code pénal, autrefois, donc, le législateur distinguait entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse. L'infraction était scindée en deux, de un. Deuxièmement, l'obligation de l'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'était pas une obligation objective dans les anciens textes. Seul l'état de cessation des paiements était une obligation et non la faillite. Donc, en termes simples, ça veut dire que l'article du code pénal est tacitement abrogé, on peut dire. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, comme le texte spécial l'emporte sur le texte général, donc c'est l'application du code de commerce, qui est d'ailleurs plus proche de la réalité. Bon, ça c'est le cadre, on a mis en place le cadre général. Bon, mais dans la pratique, est-ce que vous pensez réellement que ça a un impact? Comment ça se passe dans la pratique? C'est très ambigu dans la pratique car dans le cadre de mes recherches, je me suis rendue sur le terrain afin de parler directement à des magistrats au tribunal répressif et au tribunal de commerce. Au tribunal répressif, donc, j'ai trouvé des jurisprudences de 2006 qui traitaient encore de la banqueroute simple et frauduleuse en 2006. Lorsque j'ai posé la question à des magistrats au tribunal répressif, on m'a dit le code pénal, l'article 133, qui leur donnait le pouvoir de choisir la loi la plus adéquate. Et alors que quand on part au tribunal de commerce et qu'on interviewe des magistrats au tribunal de commerce, on me dit clairement ne vous attendez pas à ce que les magistrats répressifs prennent un code de commerce. C'est-à-dire que dans la pratique, il reste cette dualité entre le texte relevant du code pénal et le texte relevant du code de commerce, alors que ça ne devrait pas être le cas. Voilà. Bon, maintenant, la mise en œuvre, ça veut dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une jurisprudence justement qui a condamné des chefs d'entreprise pour banqueroute? Ça veut dire que la procédure commence et à un moment donné, on se rend compte qu'ils ont commis des fautes très graves et que les faits sont qualifiés et peuvent rentrer dans le cadre de cet article. C'est très rare. C'est très rare dans le sens où c'est plus dans l'intérêt du juge d'intenter des actions civiles pour enfin de dédommager les créanciers plutôt que de mettre le chef d'entreprise en prison s'il a une certaine solvabilité. Ça veut dire que l'application... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des cas de figure. Mais c'est en dernier ressort. Mais c'est en dernier ressort. Voilà. Ça veut dire que le juge attend la fin de la procédure presque. Et quand on est sûr et qu'on est en situation de désespoir par rapport à l'entreprise, là on se tourne vers le chef d'entreprise et la machine répressive commence à... La machine va commencer. Alors, est-ce qu'il y a lieu de parler de la délégation de pouvoir? Est-ce que c'est un cas exonératoire de responsabilité? Dans certains cas, il est exonératoire de la responsabilité, dans d'autres non, car le simple lien de subordination ne signifie pas une délégation de pouvoir. À ne pas confondre bien entendu avec la délégation de signature, car celle-ci délègue uniquement la signature et non la responsabilité pénale. Pour prévaloir cette délégation de pouvoir, il faut que cette délégation soit précise, écrite, précise dans la durée, dans le lieu, premièrement. Il faudrait que le chef d'entreprise ne soit pas en mesure d'appliquer la tâche déléguée et que le délégataire ait les prérequis suffisants ou l'expérience professionnelle suffisante lui permettant d'accomplir la tâche à faire. Dans chaque infraction, il y a l'élément moral et l'élément matériel. Comment peut-on prouver l'élément moral de cette infraction-là? On parle de banqueroute. Donc l'élément moral dans le monde des affaires est supposé à travers l'élément matériel.
Autrement dit, un responsable, un dirigeant d'une entreprise ou un entrepreneur doit être suffisamment avisé et informé pour ne pas commettre certaines infractions, car c'est le pilote, on va dire, de cette entreprise, et donc il est obligé d'être d'autant plus prudent qu'une personne lambda qui ne dirige pas cette entreprise. Donc le simple fait de la commission de l'infraction suppose l'élément moral. D'accord. Alors, vous savez qu'il y a des organismes tels que l'USAID qui trouvent que notre code en matière de difficulté d'entreprise est assez mou, qu'il n'y a pas assez de sanctions à l'égard des dirigeants qui sont de mauvaise foi et qui ont pris les mauvaises décisions au mauvais moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique? Disons qu'en vue d'une prochaine dépénalisation, au contraire, moi personnellement, je trouve que ce code est assez répressif et au contraire, il tendrait plus à restreindre les investisseurs étrangers qui se voient très limités. Vous savez, il faudra lire le droit anglais ou le droit américain et vous allez vous rendre compte que le code marocain en matière de difficulté d'entreprise est très laxiste. Donc ce n'est pas ça qui va bloquer les investisseurs. À mon sens, les investisseurs ont besoin d'un cadre précis. Théoriquement, ils doivent être de bonne foi pour trouver les solutions et travailler. Mais s'il y a de la mauvaise foi, je pense qu'au contraire, il faudra juste préciser. Je ne suis pas pour la répression, mais je suis pour exiger un travail de rigueur de la part du dirigeant de l'entreprise. Bien sûr. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je comprends que vous réagissez en tant que chef d'entreprise, vous avez choisi la voie des affaires au lieu de choisir d'être magistrate ou avocate ou autre comme nos étudiants, mais je vous encourage d'ailleurs pour ce métier, mais en même temps, je veux dire, avec un peu d'objectivité, je trouve parfois que des grosses entreprises, on a beaucoup d'exemples, qui ont commis des fautes, ont attendu longtemps pour voir la mise en œuvre de cette poursuite concernant la banqueroute. En toute objectivité, il me semble que le Maroc a besoin de ses investisseurs. Donc si c'est en les appâtant, il n'y a pas de mal, parce que les textes répressifs aujourd'hui existent. Certes, ils sont plus laxistes que les textes, disons, américains ou anglais, mais disons que le besoin est différent. Le Maroc est vraiment dans le besoin des nouveaux investisseurs et bien sûr, on peut toujours les réprimander d'une manière ou d'une autre. La protection du tissu économique passe par l'exigence et la rigueur et la bonne gestion. Tout à fait. Et donc, il faut rester dans cet esprit. Par rapport au texte, bon, nous avons déjà la palette qu'il faut, on a ce qu'il faut. Il y a un petit problème de mise en œuvre, vous l'avez aussi évoqué, mais c'est en train de changer, en fait. Les esprits changent, les mentalités changent, la jurisprudence change. Donc, oui. Elle change dans le sens positif. D'où la présomption de culpabilité pour les professionnels. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez une recommandation particulière dans le cadre de votre sujet? Alors, oui, même si je ne suis pas en mesure de changer la loi, mais disons que ma recommandation sera sur le volet de l'organisation judiciaire, dans le sens où aujourd'hui c'est les tribunaux répressifs qui sont compétents, c'est le ministère près du tribunal de première instance qui est compétent pour déclencher l'action, et les magistrats des tribunaux de première instance qui sont habilités à siéger et à constater l'infraction. Oui, ce que vous voulez dire, pour expliquer un peu plus, ça veut dire que, en fait, le déclenchement des poursuites relève du juge du tribunal de première instance, du tribunal répressif. Malheureusement. Ça veut dire que le rôle du procureur du roi près du tribunal de commerce est limité. Est limité et même, je dirais plus... Très limité. Voilà. Donc vous dites qu'il faudra lui donner... Et coutumier, on va dire, parce que malgré ces suppositions, c'est-à-dire malgré que le tribunal malgré que le ministère public près du tribunal de commerce dispose de certaines prérogatives,
le tribunal le ministère public près du tribunal de première instance peut siéger indépendamment du tribunal de commerce. Donc, votre recommandation, c'est de dire qu'il faudra conférer au ministère public près du tribunal de commerce le pouvoir adapté par rapport à ces délits d'affaires. D'autant plus que ces magistrats ont une formation qui est plus adéquate dans le monde des affaires et en matière commerciale. Et ils sauront plus on va dire, prendre des décisions qui sont très lourdes. Très bien. Mais écoutez, c'est noté. Je vous remercie pour ces explications, pour votre intervention. Avant de vous quitter, je voudrais savoir ce que vous lisez en ce moment en dehors du droit. Est-ce que d'abord vous avez le temps? Parce qu'avec votre responsabilité de chef d'entreprise, vous avez le temps. Bien entendu. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors, je lis un livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui nous empêchent d'être soi. Très bien. Alors, c'est pour encourager les lecteurs, les abonnés à chercher à le lire, ça donne quoi ça? Donne un petit aperçu. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? C'est grâce à Monsieur le ministre de l'Éducation, qui était auparavant président de l'université Qadi Ayad, voilà, oui, qui nous a introduit des modules de soft skills et donc de projets professionnels et de développement personnel. Et c'est grâce à lui que donc, ce livre a suscité mon intérêt, que je me suis intéressée à la PNL, programmation neurolinguistique, et de manière générale à la psychologie, que je trouve aujourd'hui que c'est un moteur pour n'importe quelle personne dans n'importe quel domaine. Donc ce livre qui parle des 5 blessures de l'âme, ce sont donc 5 blessures comme le stipule le livre. Donc la blessure de l'abandon. C'est-à-dire qu'il nous dit que c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ce sont là les 5 blessures. Ce sont des blessures qui ont été marquées dans la petite enfance de n'importe qui, donc de 0 à 6 ans. Alors l'auteur, ça veut dire que l'auteur Lise Bourbeau, dans ce livre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne les moyens de s'en sortir, de dépasser ces blessures, de les colmater. C'est quoi? Disons que chaque adulte, des fois, peut avoir des comportements incompris ou des sentiments qui sont surdimensionnés, mais l'on ne comprend pas leur réelle raison. Et donc Lise Bourbeau vient nous expliquer ici dans ce livre qu'à travers ces blessures qui ont été engendrées par les parents, soit du sexe opposé ou du même sexe de la personne, loin de nous ici l'idée de faire le procès des parents, hein, mais donc ces blessures sont faites par l'interprétation de l'enfant de certains actes. Et donc à l'âge adulte, ces blessures peuvent être ces cicatrices peuvent ressurgir et donc avoir des dégâts très néfastes sur un adulte. D'accord, donc vous conseillez ce livre à lire. Vous le lisez difficilement, facilement, c'est quoi? C'est un livre qui se lit très vite? C'est très abordable, il est facilement compréhensible. Je pense que son intérêt à Madame Lise Bourbeau, c'est plus de passer l'information et non autre chose. D'accord, donc c'est Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, oui, qui empêchent d'être soi-même. Je vous remercie pour ces explications, mais avant de nous quitter, je vous signale un ouvrage très intéressant en arabe, الدور الإنشائي للإجتهاد القضائي في المادة المدنية, الأستاذ عز الدين بن المعطي الماحي. في البداية الأمر يتعلق c'est une thèse en fait de monsieur Belmarti el-Mahi, et elle a été introduite par monsieur Mohamed l'Oustad Dr Mohamed Abd Nabawi, et c'est un travail qui a été fait sous la direction du professeur Otal. Donc c'est un ouvrage que je vous conseille, الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية, un ouvrage à lire vraiment très utile. J'ai aussi un livre que je viens de recevoir, très sympathique, سنوات المد والجزر, ça aussi c'est un bon ouvrage en langue arabe, Redouane Zahro. Et bien sûr l'ouvrage qui a été évoqué à l'instant de Madame Lise Bourbeau. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.